L'actualité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le recensement général de la population et de l'habitat a démarré depuis le 23 octobre dernier au Togo, une opération qui se déroulera pendant 3 semaines. Alors, comment se déroule-t-elle sur le terrain? Constat sur place à Atapamé en tout début d'édition. 2 visages à découvrir dans ce journal. 2 femmes entrepreneurs, elles résident à Kara. L'une dans le tissage des pagnes et l'autre dans le perlage. Découverte dans le courant de cette édition. Et puis l'ambassadrice de France au Togo, Madame Jocelyne Caballero, est en fin de mission. Elle a passé 26 mois au Togo. Un dîner d'au revoir a donc été organisé à son honneur par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Les Togolais se font enrôler depuis le 23 octobre dernier. Des données collectées dans le cadre du 5e recensement général des personnes et de l'habitat. Alors, comment se déroule cette opération sur le terrain? Constat sur place à Atapamé avec Sylvain Abdou. Munis de leurs outils de travail depuis le démarrage de l'opération, ils sillonnent de concession en concession pour accomplir leur mission, celle de collecter les informations auprès des ménages pour permettre à l'État d'actualiser son fichier démographique. Un recensement comme le cas ici entre l'agent recenseur et le chef de ménage. Quand il est venu, je suis parti l'ouvrir le portail quand il a cogné. Il m'a dit qu'ils sont là pour faire le recensement. Il m'a demandé combien nous sommes ici et je lui ai répondu. Dans chaque ménage, le constat est presque le même. Un constat visiblement remarquable également ici à Doulassami, l'un des quartiers à Atapamé. On nous avait dit de leur accorder un bon accueil. Bon, je l'ai bien accueilli. Toutes les questions qu'il m'a posées, j'ai fait de mon mieux pour lui donner les réponses. L'opération a démarré il y a 2 semaines déjà. Et selon l'agent recenseur, tout se passe bien, en tout cas dans la zone où il est déployé. Concrètement, de notre côté, puisqu'on a gongonné dans le quartier, disons que de nous recevoir, donc je veux dire qu'il n'y a pas assez de problèmes qu'on rencontre dans les concessions. Mais il y a certains qui sont un peu recalcitrants. Dans ce cas, on fait tout pour les convaincre à nous donner des informations. À travers ce recensement général de la population et de l'habitat, les chefs traditionnels sont mis en contribution pour une implication effective, chacun dans sa zone, à veiller au grain, c'est-à-dire à mener la population à comprendre le bien fondé pour la réussite du recensement. C'est de veiller à ce que les agents recenseurs soient bien accueillis dans les concessions. De jouer le rôle de facilitateur auprès des ménages qui ne sont pas encore informés et les amener à accepter les agents recenseurs. Parce que le travail, c'est un travail très, très pénible. Il faut davantage les sensibiliser, faire de la pédagogie, leur expliquer de quoi il s'agit pour que tout le monde soit à l'aise pour participer à cette opération de haute importance. Nos frères et sœurs qui vont de ménage en ménage sont des Togolais comme nous, à qui il a été confié une mission d'importance pour nous tous. Il faut bien les accueillir. Nous sommes les maîtres de l'hospitalité, donc c'est l'occasion de le prouver. Quand les agents viennent, accueillez-les, donnez-leur un siège pour s'asseoir, offrez-leur de l'eau à boire si vous en avez et discutez en toute intelligence, en toute fraternité et je pense que ça nous fera tous avancer. Dans chaque préfecture, un superviseur. Ici, dans la préfecture de Logou, cette supervision est assurée par Piram qui nous retrace l'évolution de l'opération. Tout le monde joue son rôle, notamment les contrôleurs qui sont à pied d'œuvre pour recenser les ménages collectifs et qui importent quotidiennement les données du serveur pour pouvoir assurer la qualité des données. Les chefs d'équipe qui accompagnent régulièrement les agents recenseurs, notamment ceux-là qui ont des difficultés, pour voir dans quelle mesure ils peuvent permettre l'avancée de la collecte. À l'entrée de chaque concession, une référence pour dire que le ménage est recensé. Mais il revient aux agents de faire preuve de dynamisme pour fournir à l'État des informations justes et fiables.
Des responsables des services administratifs, notamment des préfets, des maires, des directeurs et bien d'autres sont à Palimé. Ils en savent désormais un peu plus sur l'Agence nationale de la cybersécurité aussi. La séance leur a notamment permis de mieux cerner les modes et techniques d'opératoire des cybercriminels. Sylvain Abdou. Les différents dispositifs informatiques, notamment les ordinateurs, isolés ou en réseau, reliés ou non à Internet, mais aussi des appareils communicants tels que les téléphones mobiles, les smartphones et tablettes, constituent souvent la cible à la cyberattaque. Des attaques qui affectent soit un individu à travers les arnaques, mais aussi une administration ou entreprise à travers l'espionnage, le sabotage, entre autres. Il faut donc aider les populations à sécuriser leur cyberespace, d'où cette campagne de sensibilisation ici à Palimé. On leur montre les techniques d'attaque. Donc vous savez aujourd'hui, énormément d'attaques utilisent ce qu'on appelle le phishing, qui consiste à leurrer ou bien à tromper la vigilance d'une victime avant de l'attaquer. Elle fait juste à 70%, quand nous faisons nos statistiques, 70% des attaques d'utilisateurs. Après vous avez énormément d'attaques par rançongiciel, donc c'est des systèmes d'attaque qui permettent de crypter toutes vos données. Et là nous demandons aux utilisateurs de faire souvent les sauvegardes, de sauvegarder leurs données, soit sur des disques durs ou bien sur des équipements dédiés à la sauvegarde, afin que si jamais ils font l'objet d'une attaque par rançongiciel, qu'ils puissent réinstaller, réinitialiser leur système d'information et réintroduire leur sauvegarde et continuer leurs activités normalement. Les conseils nous ont été donnés de savoir dans quelle mesure louer des espaces au niveau de l'État et loger nos informations dedans, pour que si et des attaques pourraient surgir pour que nous puissions vraiment loger nos données au niveau national. Je crois que nous avons vraiment pris en compte ces genres de conseils pour aussi travailler directement avec CERT. Nous avons appris comment aller sur le site de CERT et comment lancer les alertes au cas où nous sommes attaqués. Au Togo, l'arnaque est la plus répandue. Nous faisons face à beaucoup de cybercriminalité liée aux fraudes et aux arnaques. Donc nous rappelons vraiment la population de faire extrêmement attention qu'il y a beaucoup d'arnaques actuellement en ligne, de faire très très attention, de ne pas souvent envoyer de l'argent. Lorsqu'on vous appelle, on dit que votre enfant a fait un accident, essayez de vérifier au niveau de l'école ou bien vous appelez votre épouse avant de prendre certaines dispositions. C'est en prenant en compte les mesures de bonne pratique que nous publions que les gens pourront éviter ou bien minimiser les risques d'attaque. L'ANSSI, Agence nationale de la cybersécurité, entend donc jouer sa partition pour mieux sécuriser son cyberespace. La tournée s'inscrit également dans le contexte de la journée de la cybersécurité, célébrée le mois d'octobre de chaque année. Ici, ce ne sont pas les cybercriminels qui sont traqués, mais ces virus et maladies qui menacent le manioc. La solution, l'application mobile Nourou, une plateforme qui permet aux producteurs de détecter rapidement le mal et de le signaler afin que des mesures idoines soient prises. L'utilisation de cette application a été possible grâce au réseau OAVA. Carmen Madé Akapo. Le manioc est vital pour les populations africaines. Il est l'aliment de base de près de 500 millions d'Africains et représente une importante source de revenus pour des milliers de familles en Afrique de l'Ouest et du Centre. Au Togo, la feuille de route gouvernementale 2020-2025 l'identifie comme une culture stratégique qu'il faut appuyer. La culture du manioc en Afrique est soumise à des contraintes virales, dont la principale est la maladie de la mosaïque du manioc. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut désormais en venir à bout. L'application Nourou, lancée ici par le réseau Wave, permet aux producteurs de détecter la maladie. Les utilisateurs, les producteurs de manioc seront en mesure de détecter les maladies à partir de l'application-là. Et donc, dès qu'ils auront détecté, ils envoient ça sur une plateforme qu'on traite. Et s'il y a lieu d'aller prendre des échantillons pour analyse, alors on le fait. Il suffit d'un clic et le tour est joué. Le producteur a, avec l'application Nourou, la possibilité de connaître de quoi souffrent ses plants et donc prendre les meilleures mesures. Avant, on produit, ça ne réussit pas, on ne sait pas exactement quelle est la cause de non-rentabilité de notre production. Mais avec cette application, nous sommes sûrs que cette fois-ci, on va vraiment découvrir ce qu'il y a exactement à faire pour que notre production soit mieux. Ces maladies du manioc peuvent entraîner la perte de 70 à 100% du rendement.
Pour l'ICAT, l'application Nourou va être d'une grande utilité. Les producteurs, eux, ils vont certainement partager avec leurs pairs producteurs, mais ils vont l'appliquer dans leur propre exploitation. Donc avoir détecté rapidement la maladie, partager ça sur la plateforme avec les autres partenaires et ensuite rapidement avoir des conseils sur les mesures à prendre pour éviter que cette maladie ne puisse attaquer toute l'exploitation, voire même contaminer d'autres exploitations. En 7 ans d'existence, le réseau WAVE a réussi à alerter plusieurs décideurs politiques et acteurs de la chaîne de valeur manioc sur la nécessité d'être procréatif face à l'avancée de la maladie de la striure brune du manioc de l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce plaidoyer a permis de mettre en place 10 plans de riposte contre les maladies du manioc. On s'intéresse à présent au soja. Il est autant consommé que le manioc au Togo. Les femmes membres de la coopérative DDZ dans Tchaoudjo 1 renforcent leurs capacités. C'est en matière de transformation du soja en divers produits, un projet porté par l'Union chrétienne des jeunes gens. Désiré Aloye. Ce sont des résultats de formation des femmes membres de la coopérative des DDZ à Sokodé, des produits dérivés du soja qui renforcent leur effort de production. Avec le soja, nous avons le lait, poudre de soja, qui est très nourrissant, les grains de soja, qui est utilisé pour faire la sauce. Ça, c'est la musgueule. Ça, c'est le lait liquide. Tout le monde peut boire aussi. Tout est traité. Ça, c'est le cube de soja. Et c'est un produit phare, l'un de nos produits. C'est un bouillon naturel sans additifs. Et c'est certifié. Produits finaux grâce au projet appui aux femmes entrepreneurs dans la transformation et la commercialisation des produits dérivés du soja dans la commune Tchaoudjo 1. Un aboutissement qui, à coup sûr, va porter un changement positif dans les pratiques d'activité génératrice de revenus des femmes. Notre groupement transformait déjà le soja, mais d'une manière un peu artisanale, s'il faut dire traditionnelle. Et grâce à l'appui du YMCA, nous avons bénéficié d'une formation. Nous avons eu même un accompagnement en équipement, en coaching même. Aujourd'hui, nous produisons des produits de qualité et nous produisons également en quantité. Nous venons augmenter et dans les foyers, c'est la joie. Union chrétienne des jeunes gens UMCA travaille à l'amélioration des conditions de vie à travers l'autonomisation économique des femmes. Il y a eu vraiment amélioration en termes de revenus, de la qualité. Aujourd'hui, elle met sur le marché des produits certifiés. Ce projet-là a été appuyé par le fonds PISCA de l'ambassade de France, que nous remercions vivement. L'initiative là s'inscrit dans la logique des autorités dont la vision est de pouvoir d'améliorer les conditions de vie des populations, en particulier les femmes. En définitive, ce renforcement des capacités des femmes actrices de développement à la base va booster leur émergence, à tout à vulgariser afin de contribuer à l'amélioration des performances économiques. Suivant la vision du gouvernement togolais, le GMCA joue sa partition. Le Salon international du textile africain CITA bat son plan depuis le 4 novembre dernier à Lomé. Ce samedi, les échanges ont porté sur le coton. Il est question pour les participants de trouver des approches de solutions pour la transformation de l'or blanc en Afrique. Elia Gbanyadao. À ce deuxième rendez-vous du Salon international du textile africain CITA, on jette les bases des solutions durables aux différentes contraintes qui entravent le développement de la filière textile sur le continent africain. Ceci à travers des conférences-débats sur différents thèmes, dont l'expérience du Togo dans la commercialisation des paniers africains et la contribution des professionnels au développement de la filière textile en Afrique. Des thèmes qui permettront de formuler des propositions au gouvernement. Les propositions que nous aurons à faire, c'est de pouvoir installer une industrie de filature. Parce que nous savons que nos artisans ont du mal à se procurer des fils pour tisser les pagnes traditionnelles. Nous proposons aussi le développement de l'industrie textile et de l'habillement.
Ça a déjà commencé avec l'installation de la plateforme industrielle d'Aditi Copé. Dans cet élan que le gouvernement arrive à penser à réveiller l'industrie textile de Dacha. L'ensemble de nos décisions et recommandations vont vers l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA, la CEMAC, les institutions régionales. Il faudra dire que c'est vers eux nous déversons tout ce que nous faisons comme réflexion autour des différents thèmes du CITA. L'autonomisation des jeunes et des femmes en Afrique constitue une préoccupation majeure pour les gouvernants. Promouvoir l'industrie du textile en Afrique devra contribuer à l'employabilité. Nous espérons que les initiateurs et les conférenciers essaieront d'identifier ce qui empêche cette promotion, nous proposer des pistes et solutions pour arriver très vite à une consommation d'envergure de ces produits. Nous ne doutons pas de la capacité des spécialistes, de la capacité des Africains à produire le Made in Africa. CITA, un événement culturel qui réunit chaque année l'ensemble des acteurs de la filière textile depuis 2009. Une véritable vitrine de valorisation et de promotion du coton fabriqué sur le continent africain. Ceci nous amène à nous intéresser à ces deux femmes. Elles sont Akara, elles sont entrepreneurs. L'une est dans le tissage des pagnes et l'autre dans le perlage. Découverte avec Nestor Mouzo. Un atelier dans lequel pagnes et tissus traditionnels sont tissés. Il porte le nom La Grâce de l'Humilité, une véritable entreprise qui emploie une dizaine de filles et femmes. Cette entreprise a été créée par Véronique. Elle a ainsi concrétisé un rêve de son adolescence. Ce métier, ça m'a intéressé. Pourquoi? Que j'ai vu ça chez ma maman. Entre-temps, quand une femme porte ça, c'est joli, ça la donne de valeur. Dans le milieu, là, j'ai vu une vieille qui tisse les pulls comme ça, traditionnellement. Et les vieux de là tissent avec la main. J'ai toujours intéressé, je dis, oh, comment ça, là, si l'homme fait ça? Si tu n'as pas de client, tu peux t'habiller toi-même. Aujourd'hui, Véronique s'habille elle-même et habille aussi les autres. Grâce au métier de tisserande, elle arrive à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Je n'ai pas de faillite en ça. Présentement, je fais certains groupements. J'ai la clientèle. À cause du consommation local, j'ai un témoignage aussi à l'égard du chef d'État, Forest Gnassingbé, qui nous a aidés, nous les jeunes. Parmi les apprentis de Véronique, on trouve aussi des étudiantes. Après le bac, j'ai opté faire le droit sur le campus. J'ai bien aimé le travail, donc ça m'a beaucoup plu, c'est intéressant pour moi. À quelques encablures de l'atelier La Grâce de l'Humilité se trouve un autre. Maison de beauté Charming Pearl est le nom de cet atelier spécialisé dans le perlage. Nadiratou est la tenancière des lieux. J'ai choisi le perlage parce que j'aime faire la création, j'aime le métier de la main, faire quelque chose moi-même. Ça me permet de m'exprimer, genre valoriser notre culture. Le perlage a un langage. Les perles de range, on les porte pour séduire son époux. Les colliers, pour la beauté, ça donne encore un plus aux tenues que nous avons portées et autres. Il y a les sacs aussi pour accompagner nos tenues. Sacs, colliers, nappes de table, objets de décoration, pots de stylo, de cuillères, de fleurs, chaussures, tableaux. Le perlage d'aujourd'hui se diversifie. Et pour attirer la clientèle, Nadiratou sait ce qu'il faut faire. Nous faisons tout pour adapter les modèles aux désirs de nos clients. Là, il n'y a pas les modèles comme les Chinois le font, mais maintenant on a commencé à faire les designs comme ils le veulent. Je pense que ça va marcher. Les perles, ça dure. Les perles ne se gâtent pas. À travers le mois du consommé local, c'est pour permettre aux transformateurs et aux artisans de passer de l'ombre à la lumière. À l'étranger, c'est parti pour la COP27. La conférence mondiale de l'ONU sur le climat s'est ouverte ce dimanche en Égypte. Quelques 200 pays se sont réunis pour 2 semaines. Les pays du Sud réclament des dédommagements financiers.
La COP27 permettra-t-elle de ralentir le réchauffement climatique? Le combat pour le climat est une question de vie ou de mort, a d'emblée martelé Antonio Guterres, le patron de l'ONU, alors que les 7 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées. En Égypte, les promesses n'ont plus leur place. Les 200 pays réunis doivent s'engager. Il convient de mentionner que pour une mise en œuvre efficace des promesses et des engagements, nous avons besoin d'une participation plus efficace et plus large de toutes les parties concernées. Des acteurs non étatiques dont le rôle est tout aussi important que celui des États, à savoir le secteur privé. La conférence pour le climat démarre alors que les pays du Sud réclament des dédommagements financiers pour les catastrophes naturelles qu'ils subissent, un sujet épineux officiellement au menu des discussions qui se poursuivent pendant 2 semaines. Toujours à l'étranger et en bref, mobilisation des jeunes contre les rebelles du M23 en RDC. Ce samedi, les autorités militaires congolaises ont lancé l'appel à la mobilisation de ces jeunes. Selon les Nations Unies, les combats entre les forces armées congolaises et le M23 ont déplacé environ 50 000 personnes depuis le 20 octobre dernier. Retour en page nationale, la Cour d'appel de Lomé a démarré le 17 octobre dernier sa première session d'assises de l'année 2022. La session a duré 3 semaines. Plusieurs dossiers au programme, entre autres des assassinats, détournements de deniers publics, crimes et viols. La session a pris fin. Yata Aratem. 3 semaines, une soixantaine de dossiers inscrits au rôle, 98 accusés, 74 détentions. Des dossiers minutieusement examinés à la première session des audiences de la Cour d'assises de Lomé cette année. La qualité des débats ont donné lieu à des résultats fort encourageants. Sur 98 accusés comparants et non comparants, 95 ont fait l'objet de condamnations. Nous enregistrons donc d'abord 2 condamnations à la peine de réclusion maximale à temps de 50 ans. 3 condamnations de 30 ans de réclusion criminelle. 10 condamnations à 20 ans de réclusion criminelle. 39 condamnations de 10 à 15 ans de réclusion criminelle et 31 condamnations de 2 à 9 ans de réclusion criminelle. Ces condamnations ont été couplées à des peines d'amende dont le montant total s'élève à plus de 400 millions de francs CFA. La session a enregistré en août 8 acquittements et 6 dossiers de pouvoir en cassation. Ces résultats sont la preuve du degré de responsabilité de chacun des acteurs judiciaires et assimilés qui ont animé la session. La rigueur dans le maniement de la règle de droit et le strict respect des règles procédurales, avec à la clé l'observation constante du principe de contradictoire, ont été de mise. Et au moment où les rideaux tombent sur ces assises, qu'il me soit permis d'apprécier le professionnalisme et le haut niveau de responsabilité des collègues magistrats, présidents, assesseurs, avocats généraux et des greffiers, en ce que tous ont dignement et loyalement joué leur partition pour la bonne tenue de ces assises. C'est fini pour cette session et les dossiers criminels enregistrés par le parquet général sont en nombre suffisant pour une nouvelle session. Toujours à ce propos, la dernière session des assises, c'était le 4 novembre dernier. Audience consacrée au cas de viol sur une fille mineure, un procès qui a tenu en haleine le public. Yata Aratem. Devant la cour, pour ce dernier jour des assises, une affaire de viol sur une mineure. Au moment des faits, Leila, la victime, avait 12 ans. Tout commence en 2015. Le sieur donné, l'accusé, a rencontré la jeune fille qui sollicitait une aide pour rejoindre son tuteur, car ne connaissant pas bien la voie qui mène au village Akbaré. L'accusé a bien accepté lui rendre service. Mais en cours de route, l'histoire a pris une autre tournure. Il s'est jeté sur la fille, l'a rouée de coups avant d'assouvir son instinct sexuel. Des enquêtes menées ont permis d'interpeller le sieur donné. Devant la cour, et au vu de la gravité des faits, le ministère public a demandé une peine de 10 ans d'emprisonnement.
alors que la défense sollicite l'acquittement pour faute d'assez de preuves versées au dossier. Après des heures d'interrogation et de contre-interrogation devant la Cour, le verdict est tombé. Vu les articles 36, 37, 211 et 215 du nouveau Code pénal, condamne l'accusé Noubou Méthode donné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle. Condamne l'accusé à la somme de 200 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts. Condamne l'accusé aux dépens et l'avise de ce qu'il dispose de 8 jours francs pour se pourvoir en cassation contre le présent arrêt. La sanction est connue, la défense se prononce. En matière pénale, il n'y avait pas d'évidence. Il y a eu viol, parce qu'on a trouvé des choses, des traces de viol sur la victime, mais rien n'établissait à mon avis que c'était mon client, l'accusé, qui était l'auteur des faits, parce que lui ne l'a jamais reconnu. Mais bon, la justice est la justice. Lorsqu'elle est rendue, on se plie au verdict que la Cour a prononcé. Mais je précise qu'à la matière, c'est le minimum qu'il pouvait avoir. Et ayant déjà passé plus de 5 ans en prison, dans 4 années, il devrait pouvoir sortir pour refaire sa vie. Ce procès pour viol sur mineur clôt les assises à la Cour d'appel de Lomé. La coopération sino-togolaise Parlons-en, une coopération vieille de 50 ans, elle a été marquée par plusieurs réalisations au Togo. Plusieurs secteurs sont touchés, notamment les infrastructures, la santé et l'économie. Le secteur social sera le plus touché dans les prochaines années. Ekosala. Des dizaines de chantiers exécutés au Togo dans le cadre de la coopération sino-togolaise depuis 1972. Le grand contournement, la nouvelle aérogare de Lomé et le stade de Kégué en sont quelques exemples récents. Les secteurs des infrastructures, santé et agriculture sont notamment pris en compte par cette collaboration à travers tout le pays. Un partenariat renforcé ces 5 dernières décennies avec des résultats jugés satisfaisants. La Chine est un partenaire fiable du Togo dans ses efforts de développement socio-économique. À commencer par l'interconnexion des infrastructures, comme le constructeur de l'aéroport international de Lomé est un des principaux investisseurs de LCT. La partie chinoise contribue à l'accroissement du trafic des passagers et des marchandises du Togo, auxquels s'ajoutent des routes et des ponts. Ces infrastructures ont permis de conforter davantage le statut du Togo en tant que hub logistique régional. Au cours des prochaines décennies, la Chine compte intensifier ses actions, particulièrement dans les secteurs sociaux. Nous allons accompagner le Togo dans la réalisation des objectifs fixés dans le nouveau plan national de développement et la nouvelle feuille de route 2020-2025. Donc, non seulement dans les domaines traditionnels comme l'infrastructure, mais nous voudrons travailler davantage dans le domaine social pour assurer le mieux-être de la population. Il y a beaucoup de projets qui sont en préparation ou bien sont en cours pour faire en sorte que la coopération sino-togolaise apporte plus de bénéfices tangibles à la population. Les échanges commerciaux entre les deux pays devront également connaître une augmentation grâce à certaines facilités conclues entre les deux gouvernements. Les importations de la Chine en provenance du Togo sont passées de 77 millions de dollars en 2011 à 533 millions de dollars en 2021, soit multiplié par 7 en 10 ans. Cela nous encourage à poursuivre les actions visant à accroître encore plus le commerce et les investissements. En dehors du Togo, la Chine réitère son engagement à œuvrer pour le bien-être des populations d'autres pays africains et du monde. Engagement pris par le président Xi Jinping lors du récent congrès du Parti communiste chinois. Une seule visée, créer une communauté de destin pour toute l'humanité. La Chine offrira de nouvelles opportunités au monde par son nouveau développement et œuvrera à construire une économie mondiale ouverte de manière à apporter plus de bénéfices aux autres peuples. Nous allons continuer à élargir la coopération gagnant-gagnant
avec nos partenaires de l'Afrique et du monde. La Chine est prête à travailler avec les autres pays du monde pour créer un meilleur avenir pour l'humanité. Les 5 prochaines décennies de la coopération sino-togolaise s'annoncent déjà fructueuses. Les deux pays comptent sur la sincérité, la confiance mutuelle et la coopération gagnant-gagnant pour atteindre leurs objectifs. Diplomatie, encore diplomatie avec ce dîner d'au revoir organisé en l'honneur de Madame Jocelyne Caballero, ambassadrice de France au Togo. Elle est en fin de mission après 26 mois de service diplomatique au Togo. Un dîner d'au revoir organisé en son honneur par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Isaka Aruna. Au terme de sa mission, l'ambassadeur de France au Togo, Jocelyne Caballero, va bientôt quitter le Togo. Un dîner lui est ici offert par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, professeur Robert Doucet, expression de reconnaissance du peuple togolais. Durant son séjour au Togo, elle a œuvré inlassablement au raffermissement et à la diversification des liens de coopération entre son pays et le Togo. Vous êtes arrivé au Togo il y a à peu près 26 mois, dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Et malgré les difficultés, vous n'aviez pas hésité un seul instant d'organiser pour le président de la République, le président Faure Gnassingbé, une visite officielle à Paris en avril 2021. Et elle est la preuve que nous dirons manifeste de la qualité des bonnes relations d'amitié et de coopération entre votre pays, la France, et le Togo. Sous votre magistère également, vous aviez non seulement travaillé pour renforcer la coopération qui existait, mais vous aviez essentiellement tout fait pour diversifier cette coopération. Tous ces éléments montrent, Madame l'ambassadeur, que vous êtes, pendant votre séjour ici au Togo, vous vous êtes donné à la tâche. Et nous sommes satisfaits pour le résultat que vous avez obtenu et que nous avons partagé avec vous. Un séjour bien rempli qui prend fin dans une ambiance empreinte d'émotion, surtout lorsqu'on a été un diplomate de terrain. Ce qui m'avait le plus marqué, ce sont les rencontres. Ce sont de très belles rencontres avec les autorités, avec la population. Nous avons essayé d'être à l'écoute, d'être actifs, d'être réactifs aussi. Vous avez cité tous les domaines dans lesquels nous nous sommes déployés et j'en ajouterai un, l'eau et l'eau dans la région des savanes. C'est une tâche dans laquelle j'ai mis tout mon cœur et comme d'ailleurs au cours des 42 ans de ma carrière. Et je vous garderai certainement dans mon cœur et nous aurons de nombreuses occasions de nous revoir. Le chef de la diplomatie togolaise a souhaité plein succès à la désormais ex-ambassadeur de France au Togo dans ses nouvelles fonctions. Il lui a demandé d'être l'avocate du Togo partout où ses fonctions la conduiront. Ainsi, elle contribue à maintenir la flamme des bonnes traces qu'elle laisse au Togo. Je vous amène pour terminer à Pagoуда dans l'Abina, la cérémonie d'initiation Healing. Elle se déroule chaque année en début du mois de novembre. Les jeunes de Pagoуда procèdent à ce rituel qui consiste à donner des coups de fouet. Nestor Mouzo. Pratique ancestrale qui se perpétue de génération en génération. Healing en langue locale ou fête des fouets est célébrée à Pagoуда chaque premier samedi du mois de novembre. Rendez-vous que plusieurs cadres natifs du milieu et de la préfecture de l'Abina n'ont pas voulu cette année se faire compter. Healing est une cérémonie initiatique au cours de laquelle les jeunes constitués en coalition s'affrontent à l'aide des fouets. Les combattants se donnent des coups sans retenue. Fouetter son adversaire et éviter les coups de celui-ci, c'est l'idéal du combat. Healing est une tradition qui trouve son sens dans la volonté de permettre aux initiés de s'aguerrir. Healing, ça signifie racine. C'est la racine du figuier que les jeunes gens utilisent pour s'affronter. Donc c'est un spectacle de courage et d'endurance et de jeunesse pour que les enfants n'aient pas peur de l'adversaire. Il tient dans sa main gauche
une sorte de bouclier avec lequel il se part, et dans sa main droite, le hilou. Au singulier, c'est hilou, et au pluriel, healing. Voilà pourquoi le healing. Donc, quand il a ces deux atouts, il doit affronter l'adversaire, il ne doit pas avoir peur. Et healing, quand vous voyez ceux qui portent le chapeau que j'appelle de sioux, c'est-à-dire les plumes, c'est ceux qui terminent, qui sont en troisième année des Valas. Après eux, ceux qui portent les pagnes sont Evalos de deuxième année. Evalos de première année ne portent rien, comme les Awasa qui suivent. Les tout petits aussi s'initient à cette cérémonie qui est, comme je l'ai dit, de courage et d'endurance. Les coups reçus peuvent causer des blessures. Malgré cela, les jeunes tiennent à être initiés. C'est une question d'honneur et de respect de la tradition. C'est pour montrer la capacité de notre tradition. C'est notre tradition et nous devons le célébrer. Ça sent la douleur, mais ce n'est rien du tout. Si j'ai accepté d'être initié, c'est parce que nos grands-parents et nos parents sont passés par là. Ils nous ont légué cette tradition. Moi, l'année prochaine, je vais céder la place à mes petits frères. La flamme doit être toujours maintenue. Après les manifestations publiques, Healing donne le droit aux jeunes de la 3e et dernière année d'initiation de visiter les lieux sacrés. Elle donne aussi le ton à la danse Kamou, danse de réjouissance durant la période des récoltes. C'est après Healing que vient Sangarang, fête des moissons dans la préfecture de l'Abidjan. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée, au revoir et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise.